Les pays membres de l'Organisation des Nations Unies sont depuis le 22 septembre à New York pour, disent-ils, réaffirmer les engagements en faveur des objectifs de développement durable, revoir la Charte des Nations Unies et renforcer les coopérations. Cette rencontre se veut un cadre pour relever les défis cruciaux et combler les lacunes de la gouvernance mondiale, lesquelles lacunes ont été mises en évidence par les récents chocs internationaux sur le plan sanitaire, économique et sécuritaire. Lors de son passage, le chef de l'État togolais, Faure Essosim Gnassingbé, a exprimé son désir de repenser le modèle de développement des pays africains et leur coopération avec les autres pays du monde suite aux différentes crises qu'a connues la planète. Ces crises, selon lui, ont impacté parfois rapidement et durement des régions du monde, parfois peu concernées par leur cause. Ainsi, le caractère enchevêtré de ces crises complexes en fait des crises asymétriques. Selon le président togolais, pour regarder l'avenir, il faut regarder vers l'Afrique, car elle abrite aujourd'hui la plus grande partie de la jeunesse mondiale, un potentiel de développement de marché le plus fort. Et pourtant, l'aide internationale reste trop souvent déconnectée tant des besoins que des capacités des populations qui en bénéficient. Pour ne pas en rester là, le président togolais appelle au respect de la dignité et de l'égalité de représentation des peuples. Depuis 15 ans, les pays africains ont milité en faveur des sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Désormais, ils n'en disposent que 2. Cependant, l'épineuse question du droit de veto peine à trouver une réponse. L'Afrique voudrait bien des sièges avec droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Autrement, elle demande que le droit de veto soit aboli au Conseil de sécurité afin que tous les représentants parlent à voix égale. Et selon Faure Gnassingbé, un monde plus juste, plus prospère et plus durable est possible si toutes les voix sont entendues et respectées à juste titre. Le Togo a reçu un financement de 6 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, pour l'électrification des zones rurales du pays. Ce financement a été obtenu suite à la 143e session du conseil d'administration de la BOAD. Ces 6 milliards de francs CFA, grâce auxquels vont être financés les travaux d'électrification des zones rurales du pays, vont couvrir plus de 150 zones. Cette électrification des zones rurales du pays participera à la vision du gouvernement togolais qui est une couverture universelle en matière d'électricité d'ici 2030. Notons que selon les estimations, plus de 2000 personnes auront accès à l'électricité suite aux travaux qui vont être faits. Les 10 travaux pourraient permettre la création de 600 emplois directs et indirects. Si ce financement est un nouveau tournant pour l'énergie au Togo en cette année, il faut retenir qu'en 2023, le taux de couverture en énergie électrique pour le pays était de 68%. Ce chiffre est en effet supérieur à celui de l'année 2022 qui était de 50%. Une avancée de cette couverture en 2024 apportera plusieurs avantages aux populations, notamment celles qui utilisent les sources d'énergie beaucoup plus chères, comme l'indique la Banque africaine de développement dans une note liée à la problématique de l'accès à l'électricité au Togo. Le Togo continue d'améliorer ses exportations. Au premier semestre 2024, les exportations du pays vers le reste du monde se sont chiffrées à 422 milliards de francs CFA, indique l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques INSEAD. Sur les produits exportés, les phosphates naturels de calcium, les phosphates aluminocalciques naturels et craie phosphatée constituent les premiers produits fournis à l'extérieur, générant 39 milliards de francs CFA surtout au deuxième trimestre. Rappelons que selon le dernier rapport publié par l'Initiative pour la transparence des industries extractives ITIE, en décembre 2023, le secteur extractif togolais est dominé par l'exploitation du phosphate dont la production a atteint 1,45 million de tonnes en 2021. Outre la production de phosphate, le pays exporte également du calcaire, de l'argile et du clinker qui représentent près de 2% du PIB national.
D'autres ressources comme le manganèse sont susceptibles de concrétiser l'ambition du pays qui est de doubler la part des mines dans le PIB d'ici 2025. Par ailleurs, le Togo fait partie des principaux producteurs mondiaux de phosphate à la fin du XXe siècle, mais aujourd'hui, il est hors du top 20 mondial. À moins de 2 mois des élections législatives anticipées, le paysage politique sénégalais se redessine avec de nouvelles coalitions. Le Parti démocratique sénégalais, le PDS, dirigé par l'ancien président Abdoulaye Wade, a décidé de s'allier avec l'APR, Alliance pour la République de Macky Sall. Un rapprochement qui intervient après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Faye le 12 septembre. Cette coalition, ouverte à d'autres partis politiques, vise à unir les libéraux sénégalais. Elle représente aussi un changement de cap pour le PDS qui a soutenu le candidat élu lors de la dernière présidentielle. Alors que le dépôt des candidatures approche pour les législatives du 17 novembre, les tensions internes au sein des partis ne manquent pas. Certains membres du PDS étant mécontents de cette alliance. Néanmoins, celle-ci pourrait renforcer leur position face aux défis politiques à venir. Le Salon africain de l'aéronautique et de défense a véritablement tenu ses promesses avec des moments forts tels que des sauts depuis des hélicoptères et l'exposition de nouveaux avions militaires. Du 18 au 22 septembre dernier, l'armée de l'air sud-africaine a fièrement présenté son arsenal sur la base aérienne de Waterkloof à Swaney, offrant un spectacle impressionnant. Ce salon a également été une vitrine pour les dernières innovations technologiques, comme le chien robot de Boston Dynamics. En matière de technologie et du meilleur ami de l'homme, une partie essentielle de notre travail avec Spot, le chien robot de Boston Dynamics, consiste à faciliter les inspections avancées à distance. Ce type d'intervention est particulièrement crucial dans les opérations de recherche et de sauvetage, que ce soit dans le secteur minier ou dans la gestion de catastrophes, où l'armée joue souvent un rôle important. Il est essentiel de pouvoir identifier les risques présents dans la zone tout en offrant un réconfort aux victimes, en leur montrant visiblement que l'aide est en route. Cet événement a allié une exposition commerciale mettant en avant la vente d'armes de nouvelle génération et un salon dédié à l'aviation. Organisé tous les 2 ans, ce salon est devenu une véritable attraction. Ce qui rend AAD véritablement spécial, c'est effectivement sa capacité à réunir des nations du monde entier autour d'une initiative sud-africaine, voire des pays comme l'Inde, les États-Unis et le Royaume-Uni se rassembler pour présenter leur innovation et partager leurs connaissances est vraiment inspirant. C'est un bel exemple de collaboration. En plus de présenter des innovations dans l'aéronautique et la défense, ce salon a offert à l'Afrique du Sud une opportunité de discuter coopération militaire avec plusieurs de ses hôtes. L'Organisation mondiale de la santé a signalé près de 30 000 cas suspects de variole en Afrique depuis le début de l'année. La plupart d'entre eux ont été découverts en République démocratique du Congo, où les tests sont épuisés. Le rapport de l'OMS affirme que plus de 800 personnes sont décédées des suites d'un cas suspect de variole sur le continent au cours de cette période. Le Burundi, voisin du Congo en Afrique centrale, a également été touché par une épidémie croissante. Au total, plus de 2000 cas confirmés ont été signalés dans le monde pour le seul mois d'août, soit le nombre le plus élevé depuis novembre 2022 selon l'OMS. Samedi, le Fonds de lutte contre les pandémies de la Banque mondiale a annoncé qu'il accorderait 128,89 millions de dollars à 10 pays africains pour les aider à lutter contre l'épidémie. Un climat de tension a prévalu au siège des Nations Unies à New York lorsque la Russie a annoncé lundi son refus de soutenir le pacte pour l'avenir. Une décision révélatrice des fractures géopolitiques actuelles. La Russie a joué le rôle le plus actif dès le début de l'élaboration du pacte pour l'avenir.
Nous n'avons pas été gouvernés uniquement par nos intérêts nationaux, mais nous avons également poursuivi les priorités de la majorité mondiale. Nous avons adopté une approche constructive et ouvert le dialogue dans l'intérêt du compromis. Mais la version finale du pacte contient encore des éléments non consensuels et inacceptables. Il ne favorise pas la réalisation des objectifs déclarés et il n'est pas propice à la fonction des Nations Unies. Ce pacte, présenté comme un succès du multilatéralisme, est perçu par les Russes comme un plan de suprématie occidentale. Les États-Unis ont réagi avec force. Préserver le statu quo n'est pas une option. Les États-Unis se sont engagés à adapter le système des Nations Unies pour qu'il reflète le monde d'aujourd'hui et de demain, et non celui qui existait en 1945. Nous sommes et nous resterons résolument opposés au révisionnisme. Nous n'accepterons pas tous les efforts visant à démolir, diluer ou modifier fondamentalement les principes de la Charte des Nations Unies. C'est une chose de revitaliser, de réformer l'organisation pour relever les défis de l'avenir. Mais c'en est une autre d'essayer de modifier son objectif et ses principes fondamentaux. Ces derniers sont essentiels pour éviter de répéter les horreurs du passé. La Russie a tenté dimanche de bloquer le pacte pour l'avenir, mais les pays africains ont rejeté l'amendement russe, le pacte prévoyant entre autres de refinancer l'aide au développement. Le Liban a subi lundi l'une des journées les plus meurtrières de son histoire, avec près de 500 morts causés par les frappes israéliennes. Face à cette escalade, Joseph Borrell, vice-président de la Commission européenne, a tiré la sonnette d'alarme, avertissant que le conflit entre Israël et le Hezbollah risquait de dégénérer. L'intensité des combats avec les bombardements des deux côtés, chacun a sa propre responsabilité. Mais nous voyons comment les civils au Liban paient un prix intolérable, inacceptable. Nous parlions de 500 personnes tuées et de 4400 personnes blessées. C'est quelque chose qui échappe à toute considération concernant les victimes civiles. Et encore une fois, la Convention de Genève est violée en raison de l'utilisation d'explosifs à distance sans prendre en compte l'environnement dans lequel ils explosent. La guerre en Ukraine était également à l'ordre du jour, avec le haut diplomate exprimant sa crainte que la Russie cible les infrastructures énergétiques ukrainiennes avant l'hiver. Pour soutenir l'Ukraine, nous avons proposé à la Commission de mobiliser jusqu'à 35 milliards d'euros pour un appui militaire et économique qui doivent aller de pair. Il est inutile de fournir un générateur aujourd'hui s'il est détruit le lendemain. Ce n'est pas juste détruire et remplacer. Nous ne pouvons pas tout remplacer, car ce serait un processus sans fin. Joseph Borrell a salué la riposte de l'Ukraine. Il a annoncé que le G7 examinera bientôt l'utilisation d'armes à longue portée. À Tanger, l'événement Bing Ear a offert aux visiteurs l'opportunité rare d'explorer des lieux historiques fermés au public. Pour son 10e anniversaire en septembre, il a mêlé patrimoine et art contemporain, tout en donnant voix à des artistes engagés comme Khadija Tnana. J'ai appelé cette danse la colère des femmes. Ce n'est pas tant une lettre, un message à porter, mais plutôt une idée que je veux transmettre. L'idée qu'une femme d'aujourd'hui doit toujours défendre ses droits et s'assurer que sa voix est entendue. Cette fusion art-patrimoine a permis de redécouvrir des lieux comme le palais Akaboun. Un Français a même transformé l'une des salles du palais Meshwar en un espace interactif. Et aujourd'hui, je fais des installations vidéo interactives. J'aime inviter le public à participer. Voilà, le message, c'est aussi quelque part une invitation à la créativité, au rêve, à l'imaginaire,
à une forme de poésie commune. Plus de 60 artistes aux talents variés, originaires du Maroc et de France, ont pris part à cet événement biennal, transformant chaque lieu en une toile d'expression artistique au plus grand plaisir des spectateurs. Cet événement a été l'occasion pour les artistes de rencontrer le public et pour les artistes marocains de Tanger d'entrer en contact avec des artistes étrangers. C'était une belle expérience, surtout pour découvrir des endroits de Tanger qui sont habituellement fermés. On a voulu fêter les 10 ans d'être ici. Donc il y a des surprises en plus, il y a des événements en plus, il y a des lieux en plus, des artistes. Donc on réunit plus de 60 artistes cette année, y compris des danseurs, des chorégraphes, des comédiens, des plasticiens, toutes disciplines confondues. Le principe, comme toujours, c'est d'ouvrir des lieux qui sont habituellement fermés au public. En alliant la redécouverte de l'histoire de Tanger à l'exploration de la créativité contemporaine, l'événement a relevé le pari de prouver son rôle essentiel dans la valorisation du patrimoine. Un avenir prometteur se dessine pour la prochaine édition, dans 2 ans.